Bonjour à tous. Je me présente Jean-François Ravaud. Je suis chercheur en sciences sociales à l'INSERM, au CERMES, et moi je suis un spécialiste des questions de handicap. Alors pour cette session maintenant qui va démarrer, après avoir entendu la première partie de la matinée autour de cette appropriation par la société civile, de la notion de capacité civile et politique, nous allons, après avoir abordé hier après-midi, pour ceux qui ont pu être là, les enjeux sociaux et juridiques de la réception de l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, après avoir eu une table ronde avec les attentes des différents acteurs, et après être revenu sur la mise à l'agenda de la notion de catégorie juridique. Donc la session de ce matin s'intitule « La capacité juridique, un droit fondamental et sa mise en œuvre ». Donc, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure la difficulté de la mise en œuvre et le décalage entre, il a été évoqué la question de l'esthétisme intellectuel, éventuellement de certaines grandes catégories, et puis la pratique. Donc, on va essayer d'aborder ces questions. Alors, hier, on a pu voir que énoncer des droits, jouir de ces droits, c'est pas la même chose, qu'il y a plus qu'un pas. Alors, comment peut-on franchir ce pas ? Il y a plusieurs questions sur lesquelles il nous faut revenir. Le fait que la personne en situation de handicap, comme l'évoque la Convention, n'est pas le vocabulaire qui est choisi ici, qui est un vocabulaire autour de la personne en situation de vulnérabilité. Peut-être que vous pourrez, les uns ou les autres, revenir sur cette question, sur cette distinction, sur l'intérêt ou pas de choisir un vocabulaire ou une sémantique plutôt qu'une autre. Ensuite, on a beaucoup évoqué hier le passage d'une prise de décision substituée à une prise de décision assistée. Mais comment mettre en œuvre en pratique cet accompagnement ? Et puis, bien sûr, il nous faudra aborder les conditions de la mise en œuvre de ce droit fondamental et le rôle de l'action publique sur ce sujet. Alors, pour aborder toutes ces questions, nous allons commencer par entendre trois intervenants. Et je vais donner tout de suite la parole. Alors, je m'excuse par avance, mais vous avez vu les difficultés qu'on a pu avoir hier après-midi à laisser filer le temps. Donc, voilà, vous m'autoriserez à être très, très rigoureux sur cette question, et en particulier pour les interventions, je vous demanderai de vous cantonner à 25 minutes. Si vous m'y autorisez, je vous ferai un petit signe un petit peu avant, donc sans vouloir vous déstabiliser, mais pour vous dire qu'il faudra approcher de la conclusion. Alors, très concrètement, je vais donner la parole pour cette première intervention de la session à Marie Gaille, qui est philosophe, vous me dites si je me trompe, hein, qui est directeur de recherche en philosophie au CNRS et qui exerce son activité au sein du laboratoire Sphère qui veut dire science, philosophie, histoire, et qui est donc une unité mixte de recherche entre l'université Paris Diderot et le CNRS. Merci beaucoup. Oui, je pense. Donc, bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Livia Vellepri et Benoît Hérault pour cette invitation, et Delphine Moreau aussi. Je vais vous présenter un exposé en 4 temps. Le titre qui est énoncé dans le programme du colloque, quelle capacité en situation de vulnérabilité, la difficile imbrication du droit et de la morale, est le fruit d'une discussion qu'on avait eue pour préparer cette intervention avec Benoît Hérault.
je vais parler de ça, même si vous ne retrouverez pas nécessairement dans ce titre qui a été forgé il y a un petit moment déjà les éléments du titre dans mon exposé. Et en gros, ma mission, c'était de dénoncer un certain nombre de difficultés, celles que je pouvais percevoir dans le texte de la Convention, de faire apparaître des problèmes ou des questionnements. Donc dans cet exposé en 4 temps, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux par rapport donc à l'intitulé du colloque, garantir les capacités civiles et politiques des personnes en situation de vulnérabilité, c'est tout d'abord que pour moi, ces personnes en situation de vulnérabilité, c'est un sujet mystère. Je ne sais pas qui sont ces personnes en situation de vulnérabilité. C'est tout sauf une évidence. Alors, dans l'usage courant, ce que je note déjà tout d'abord, c'est que c'est une assignation personne en situation de vulnérabilité qu'on n'a pas nécessairement envie d'endosser parce qu'elle est négative et qu'elle peut aussi induire des comportements abusivement protecteurs. Par exemple, pour moi qui travaille dans le champ de la philosophie de la médecine, combien de fois j'ai entendu des médecins en réanimation néonatale dire que les parents du bébé qui venait de naître et qui était donc dans un état de santé préoccupant étaient trop vulnérables pour participer à la décision concernant leur enfant. Tout sauf une évidence, donc aussi parce qu'on n'a pas nécessairement en vue, quand on utilise cette expression, des personnes qui se sentent vulnérables et qui l'affirment. Et au contraire, on peut vouloir désigner des personnes, par l'expression de personnes en situation de vulnérabilité, qui, elles, ne se sentent pas vulnérables, mais dont on considère qu'elles le sont. Et enfin, à titre personnel, on n'a pas nécessairement conscience d'être en situation de vulnérabilité. On peut s'en rendre compte a posteriori ou être alerté par autrui. Par exemple, je dors dans une maison en feu, je ne me réveille pas toujours, je suis en proie à une passion amoureuse destructrice, mais je m'en rendrai compte 5 ans plus tard. Ou je vis à proximité d'une usine très polluante, je respire chaque jour l'air qui est donc pollué, mais je ne sais pas que je respire des gaz toxiques et cancérigènes. Donc c'est une expression qui en elle-même n'est pas si facile que ça à définir. Ceci dit, elle donne une orientation à la réflexion. Et on s'en rend très bien compte à l'intérieur du corpus de philosophie parce qu'elle induit déjà une distinction très forte entre des courants de pensée philosophiques, pas que philosophiques, mais bon, c'est le corpus dans lequel je travaille, donc des orientations philosophiques qui vont aborder plutôt la question d'une vulnérabilité humaine fondamentale, éventuellement en l'accolant, là on pêche par esthétisme intellectuel, au terme d'ontologie de la vulnérabilité, etc. Donc quand on parle de situation de vulnérabilité, il me semble que déjà, c'est prendre un départ par rapport à cette orientation, donc qui va plutôt essayer de travailler à cette dimension de la vulnérabilité qui serait fondamentale à l'être humain, qui serait sa condition, qui serait son être même, qu'on peut renvoyer à un certain nombre d'acquis très intéressants ou de propos très intéressants issus de la psychanalyse ou de la psychopathologie, l'angoisse du nouveau-né, la dépendance qui peut se réactiver dans certaines situations. Mais en tout cas, qui est tout un discours qui ferait de la vulnérabilité notre condition humaine foncière. Alors que quand on parle de situation de vulnérabilité, il me semble qu'on prend une autre direction qui est, elle, centrée sur l'analyse des contextes, des situations qui rendent à tel ou tel moment une personne ou un groupe de population vulnérable alors qu'il ne le sera pas dans d'autres circonstances, en d'autres temps. Par ailleurs, il me semble que ça dessine aussi une seconde orientation et qui justement pose la question de l'articulation entre l'éthique et le droit. Si on s'inscrit, comme c'est le cas aujourd'hui de notre colloque, dans l'analyse du droit et des dispositifs, des lois, des institutions, des mesures, etc., qui peuvent être mis en œuvre pour protéger des personnes dites en situation de vulnérabilité, c'est qu'on estime que le plan des relations interpersonnelles ne suffit pas. Et là encore, on s'éloigne de tout un courant de pensée dans le contexte philosophique français qui s'est notamment, par exemple, développé à partir de la pensée de Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas, et un courant de pensée qui dit qu'en gros, quand on s'approche de la vulnérabilité d'autrui, je vais très rapidement compte tenu du temps, on expose sa propre vulnérabilité, on reconfigure les relations à la lumière de cette commune vulnérabilité, et que si on se met à l'écoute de l'autre, qu'on est dans la sollicitude, la valorisation de ses compétences, une écoute à l'égard des désirs, des sentiments, etc., eh bien, on arrivera à vaincre d'une certaine manière cette situation de vulnérabilité. Là, en mettant en place une interrogation, comme le colloque le fait, centrée sur la question des droits et des dispositifs, on s'éloigne aussi de cette piste-là en considérant que l'éthique
de la relation interpersonnelle est peut-être très importante, mais sans doute qu'elle ne suffit pas donc à garantir les capacités civiles et politiques des personnes en situation de vulnérabilité. Alors donc, voilà, pour le dire très rapidement, cette expression de situation de vulnérabilité, pour moi, elle a un sens très mystérieux. Quand même, on peut dire qu'il me semble qu'elle nous éloigne de certaines problématiques, mais vers laquelle elle nous oriente en propre. C'est ce qui reste difficile à déterminer à cause de la généralité et du vague de l'expression, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre un vécu, un ressenti de vulnérabilité et ce qu'une société peut vouloir définir comme tel, et que c'est pas si facile que ça de choisir, de trancher entre plusieurs critères qui viendraient définir une situation de vulnérabilité. Est-ce que c'est mon vécu qui prime en fait dans l'appréhension de la situation de vulnérabilité, et auquel cas, à partir de différents vécus de situation de vulnérabilité, on définirait telle ou telle personne comme vulnérable et on mettrait en place tout un dispositif d'accompagnement. Mais là, on risque d'avoir des situations très fourre-tout et un concept pas très opératoire. Si à l'inverse, on penche vers une définition qu'on pourrait dire sociale et politique de la situation de vulnérabilité, très bien, mais alors méfions-nous tout de suite des limites de ce que ce type de direction peut imposer, en pensant par exemple au texte que Georg Simmel a consacré à la pauvreté, en posant la question « qu'est-ce que le pauvre ?» au début du XXe siècle, et en disant le pauvre, ce n'est pas un être effectivement qu'on va reconnaître comme pauvre et identifié, c'est ce qu'une société veut bien aider comme pauvre. Donc voilà, si on bascule dans une définition sociale et politique, on se heurte à d'autres soucis. Alors c'est pour ça qu'effectivement, le propos du colloque me paraissait tout à fait intéressant, parce qu'il, d'une certaine manière, il nous propose peut-être une porte de sortie, une solution à toutes ces difficultés, en nous proposant de réfléchir à partir de cet article 12 de la Convention, donc, qui traite des droits des personnes en situation de handicap. Alors, je m'insère dans cette porte de sortie possible, et aussitôt, effectivement, un certain nombre de questions vont surgir pour pouvoir essayer de voir si on peut avancer dans cette direction, c'est-à-dire penser les situations de vulnérabilité sur un mode équivalent à ce que propose la Convention, qui, elle, est consacrée aux personnes en situation de handicap. On aurait pu penser, pour définir les personnes en situation de vulnérabilité, à d'autres figures, et qui sont régulièrement mobilisées dans la littérature. Le malade, le patient, le nouveau-né, et même aujourd'hui l'environnement et l'animal, qu'on décrit comme vulnérables. Mais là, on nous propose de réfléchir sur cette proximité éventuelle entre personnes en situation de vulnérabilité et personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que, dans l'usage courant, ces figures-là, personnes en situation de vulnérabilité et personnes en situation de handicap, sont équivalentes ou sont synonymes? Ce n'est pas certain, et on s'en rend compte très vite en pensant à des exemples extrêmement simples. Si je rencontre un ours en forêt, en étant considéré comme en pleine possession de mes moyens intellectuels et moteurs, on va me considérer comme en situation de vulnérabilité, très clairement, mais pas en situation de handicap. Si je rencontre ce même ours alors que je suis sur une chaise roulante, non seulement on me considérera en situation de vulnérabilité, mais aussi en situation de handicap. Et par ailleurs, je peux être une personne handicapée, mais seulement dans un certain environnement. Il y a eu un film l'année dernière qui a eu énormément de succès en France, qui s'appelait La famille Bélier, qui est un très bon exemple pour ça, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais le père est sourd. Il vit dans une ferme. Tous les membres de la famille, sauf un, sont sourds. Et dans sa ferme, quand il produit ses fromages, il vit dans un environnement où son handicap n'est absolument pas un élément du paysage, quoi. Enfin voilà, tout simplement. En revanche, quand il candidate pour devenir maire de son village, là, ça devient problématique. Surtout quand sa fille, qui est la seule parlante, veut s'émanciper et partir, et donc ne va plus lui servir d'interprète dans la campagne. Donc, en tout cas, ce qu'on voit à travers ces simples petits exemples et ces simples situations que tout le monde peut imaginer, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence entre personnes en situation de handicap et personnes en situation de vulnérabilité. Et que donc l'application, la transposition de la Convention aux situations de personnes en situation de vulnérabilité, elle ne va pas de soi, et elle va devoir avoir un certain nombre de médiations si on veut aller dans cette direction. Alors pourquoi quand même travailler à partir de cette Convention ? Est-ce qu'on estime que les personnes handicapées sont plus que les autres, statistiquement, vouées à se retrouver en situation de vulnérabilité? C'est bien possible, et si on suivait cette piste, on se concentrerait sur ce qu'on pourrait désigner comme une population
particulièrement à risque de se trouver en situation de vulnérabilité. Et donc la Convention, finalement, elle servirait de base pour un groupe de population particulièrement à risque, pour réfléchir sur les dispositifs ad hoc pour garantir leur capacité, l'exercice égal de leur capacité civile et juridique. Une autre piste possible et que je vais privilégier ici, c'est qu'on estime qu'il existe une analogie de fond entre la définition de la personne en situation de vulnérabilité et la personne handicapée. Alors pourquoi je m'intéresse à cette piste ? Dans la Convention, le texte indique que la notion de handicap évolue et qu'elle résulte, je cite le préambule, de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Dans l'article 1, on reprend cette idée. C'est d'une part, le handicap, ce sont des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, et d'autre part, les barrières, les diverses barrières qui peuvent faire obstacle à la pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, dans la Convention, en fait, la notion de handicap, elle est en balance entre deux éléments. Quelque chose qui est désigné par le terme d'incapacité, au moins durable, voire permanente, et puis des barrières environnementales, comportementales. Et là, on trouve quelque chose, il me semble-t-il, de très intéressant, qui a fait l'objet de plusieurs réflexions dans le domaine de la philosophie, alors dans des directions très différentes, à la fois chez des auteurs qui ont travaillé sur cette notion de handicap, de pathologie par rapport au milieu, comme Georges Canguilhem, je vous en reparlerai un petit peu, mais on peut aussi simplement penser à la manière dont, dans le deuxième sexe, en 1949, Simone de Beauvoir a décrit le statut des femmes et le sort fait aux femmes. Et elle a fait une remarque tout à fait intéressante à ce sujet, en 1949. Elle a dit que la faiblesse physique du corps féminin était indéniable, qu'il ne s'agissait donc pas, quand on voulait émanciper les femmes, de nier cette donnée physique. Bon, tout se discute aujourd'hui, il y a des féministes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce point de vue, mais elle dit ça, et elle dit à côté, mais la physique ne porte pas en elle-même son propre sens, et elle n'aurait, cette faiblesse, aucune incidence en dehors des contextes où on s'en sert pour instruire des rapports de domination. Donc là, à nouveau, elle met l'accent sur le contexte, le milieu dans lequel telle ou telle caractéristique ou attribut physique va prendre sens et être donc utilisé pour instruire des rapports de domination. Donc, ce qui m'intéresse dans l'analogie qu'on peut établir ou tracer entre l'idée de personne en situation de handicap et personne en situation de vulnérabilité, c'est que tout en gardant dans un coin de la tête l'idée que le handicap se définit par des incapacités durables ou permanentes, il y a quand même quelque chose de commun qui est imaginé entre la situation de vulnérabilité et la situation de handicap, c'est le milieu. Et c'est sur le milieu, le rapport au milieu qu'il faut travailler parce que une fois qu'on s'est bien éloigné d'une approche qui substantialise le handicap ou la vulnérabilité et qui fait que finalement on peut s'en laver les mains, c'est comme ça, et bien là on peut travailler sur ce rapport de l'incapacité à un milieu qui va augmenter ou au contraire diminuer l'impact de telle ou telle caractéristique physiologique, physique, etc. Donc il me semble en fait que là où il y a une petite, effectivement, une analogie qui est intéressante, c'est que tant le préambule que l'expression de 6 personnes en situation de vulnérabilité, elle nous invite finalement à réfléchir à l'ouverture d'un espace possible d'action sur le milieu pour lutter contre ou minimiser les situations de vulnérabilité. Et ça va du trottoir mal agencé pour les chaises roulantes au regard stigmatisant dont parlait l'orateur précédent. Alors, attendez que je ne me perde pas. Pardon. Voilà. Donc, si on va dans cette direction, l'article 12 de la Convention, et je passe à mon 3e temps, j'espère, attendez, excusez-moi, je n'ai que 4 pages, mais je me perds les... oui, c'est ça. Donc, si on va dans cette direction, donc l'article 12 préconise 3 choses. Bon, l'objectif, c'est faire en sorte que l'égalité civile et juridique soit respectée. Et une des modalités fondamentales de l'action qui est requise, c'est que des procédures d'accompagnement ad hoc soient mises en œuvre. Et le 3e trait que moi je trouve particulièrement frappant dans cet article, c'est l'insistance sur le respect de la volonté des préférences de la personne concernée
et la question du conflit d'intérêts. Donc vraiment faire en sorte, dans ces procédures d'accompagnement, merci, oula, alors là je vais aller très très rapidement, au secours, que la personne concernée soit respectée dans ses volontés et ses préférences. D'une certaine manière, il me semble qu'on est dans le sillage d'un discours qui a argumenté la nécessaire refonte du contrat social et qui a été par exemple développé par quelqu'un comme Martha Nussbaum, qui a beaucoup travaillé sur l'idée qu'il fallait inclure les personnes handicapées dans la citoyenneté et qu'ici, on est au-delà déjà. On a considéré ça comme acquis, on est dans le questionnement sur les conditions de possibilité de l'égalité civile et juridique effective. Alors, l'accent mis sur l'accompagnement, en fait, nous renvoie, me semble-t-il, à tout un discours dans la philosophie morale et éthique contemporaine qui ne se borne pas à critiquer le principe de l'autonomie au nom du fait qu'il aurait des défaillances dans les faits, mais qui essaye de travailler à conceptuellement, justement, aménager cet espace possible pour l'accompagnement. Et ça passe par toute une série d'opérations conceptuelles que je vais simplement vous lister parce que je ne veux pas complètement sacrifier ma 4e et dernière partie. Une première opération qui consiste à dissocier autonomie et dépendance. Une deuxième opération qui consiste à progresser vers ce qu'on appelle maintenant souvent un modèle d'autonomie reliée. Contre l'idée que l'autonomie, c'est l'individu isolé, atomisé, on peut définir les personnes comme des individus, certes, mais qui sont dans des relations de constitution réciproque pour leur identité avec autrui. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'autonomie reliée. Troisième élément de ces opérations conceptuelles, c'est remettre en cause la vision de l'autonomie comme capacité à énoncer par soi-même et de façon rationnelle son propre bien, sur fond d'une identité continue et cohérente pour soi et pour autrui. Et c'est là que tout ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital est tout à fait intéressant, puisque par rapport à des malades qui ne présentent plus cette identité d'être rationnel, avec une identité continue, une mémoire, etc. Tout un travail est mené de co-construction de la décision, d'accompagnement, c'est le même terme qui est employé, et de travail dans ce qu'on peut désigner comme par le terme de marge, de travail dans les marges. Voilà, donc là, je suis désolée, je vais très vite. Je vais passer à ma 4e partie. Donc, il y a effectivement tout un travail dans l'espace hospitalier qui est fait pour concrétiser ce que ça peut vouloir dire que d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, avec aussi une reconnaissance des limites. Il y a des patients qui ne veulent pas être accompagnés, et je pense que c'est aussi très important de respecter ça. Il y a aussi des situations auxquelles on ne peut rien faire. Il y a aussi donc un accompagnement qui est conscient de ses limites. Mais voilà, il y a tout un travail qui est fait sur cette question. Alors, à nouveau et très rapidement, dernière partie, la question que je voulais poser dans un dernier temps, c'était de savoir si on pouvait transposer cette perspective à la situation de vulnérabilité. Il me semble que ce n'est pas évident, et je dirais donc 2 choses principalement. D'une part, en fait, si on veut transposer cette perspective à l'idée de situation des personnes en situation de vulnérabilité, la première question qui se pose, c'est de savoir si on peut faire de la situation de vulnérabilité un support de droit spécifique. Et on retombe sur la difficulté à définir ce qu'est une situation de vulnérabilité si on voulait en faire un support de droit spécifique. Et aussi, on tombe sur la difficulté de savoir comment les personnes peuvent s'approprier cette catégorie si elle devient une qualification juridique, avec tous les effets de stigmatisation qui peuvent en découler, la question du recours au droit. On n'a pas nécessairement envie de rentrer dans ce qualificatif juridique. Mais la question sur laquelle je voulais terminer cette intervention, c'est effectivement la définition d'une situation de vulnérabilité comme qualification juridique pour servir de support à des dispositifs d'accompagnement. Moi, il me semble que si on ne veut pas aller dans la perspective d'une substantialisation, que je trouve nécessaire d'écarter et que la notion de situation de vulnérabilité écarte presque d'elle-même, il faut quand même travailler à un contenu. Et ce contenu, il reste très difficile à déterminer. Alors simplement pour finir, il y a une piste extrêmement intéressante, mais je pense incomplète à l'égard des questions qui se posent aujourd'hui, qui a été proposée par Amartya Sen et Martha Nussbaum, qui ont élaboré une liste de capabilités. Donc on pourrait très bien se dire que
ce qualificatif juridique de personnes en situation de vulnérabilité, il ne renvoie pas à une vulnérabilité ontologique fondamentale intrinsèque, mais simplement à un certain nombre de capacités qu'on veut voir s'actualiser politiquement et socialement et qu'une société doit mettre en œuvre. Et il y a cette liste qui se discute, qui d'ailleurs est ouverte à être complétée, mais cette liste des capacités est tout à fait intéressante. Et simplement, à titre de complément et de nuance par rapport au fait qu'on s'appuierait seulement sur cette liste de capacités, je voudrais faire un dernier point sur la question du rapport au milieu et notamment sur le fait suivant. En se concentrant sur les dispositifs d'accompagnement à la personne, qui sont évidemment essentiels et tout à fait indispensables, on tend à focaliser exclusivement l'attention sur la personne. Et on oublie la part de milieu, ou on la minimise. La part de milieu dont je parlais tout à l'heure. Or, je pense que si on veut garantir les capacités civiles et politiques des personnes en situation de vulnérabilité, à la fois leur effectivité et leur application égale, on ne peut pas seulement mettre en place des dispositifs d'accompagnement à la personne, mais on doit tout autant élaborer des séries de mesures qui sont consacrées au milieu. Et quand j'entends milieu, je veux dire notamment des contextes sociaux qui ne permettent pas de faire ce qu'on pourrait entendre par l'expression de vrais choix. On sait bien qu'en situation contrainte, on a toujours une marge d'action. Ça a été beaucoup travaillé par les sciences sociales ces dernières années. Reste qu'il y a des décisions qu'on ne ferait pas si on était dans des contextes différents. Des décisions qu'on peut qualifier, ensuite je suis ici Aristote, de mixte, c'est-à-dire d'à la fois volontaire et involontaire, comme un capitaine de bateau qui jette sa cargaison pour pouvoir se sauver dans la tempête. Et là, ce n'est pas des dispositifs d'accompagnement à la personne qu'il faut, c'est effectivement aller beaucoup plus loin dans la réforme d'un contexte social qui va favoriser ou pas cette application égale des droits. Bon, excusez-moi, je suis allée trop vite, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup donc pour cette intervention et pour avoir répondu en partie à la question de l'articulation entre vulnérabilité, handicap, vulnérabilité, situation de vulnérabilité, handicap, situation de handicap, et puis pour avoir insisté sur cette importance commune donc du milieu, qu'appellent les uns, de barrières environnementales qu'appellent les autres, mais en tout cas, on voit qu'on est dans la même sphère de réflexion en tout cas. C'est déjà ça.